dans cette séquence-là, on voit la non-permanence de l'objet de cet enfant. Voilà. On voit plus de choses encore là, sur le plan affectif aussi. On y reviendra la semaine prochaine. Nous sommes rendus au stade 3 du développement cognitif dans la théorie de Piaget. Ce stade-là arrive habituellement à partir de 8 ans. C'est pour ça qu'on appelle ça l'âge de raison. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression-là. Ça arrive autour de ça, 7-8 ans. Et ça devrait être acquis avant l'âge de 12-13 ans. Et je vous dirais que des fois, ça va jusqu'à 14-15 ans. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'en secondaire 3, la game change. Le genre de cours qu'on donne à partir de secondaire 3, il y a comme un stade cognitif un peu plus exigeant que secondaire 1 et 2. Là. Pas juste parce qu'il y a plus de matière, c'est que la façon dont on enseigne, le genre de concept qu'on enseigne, il y a un autre niveau de complexité. Après le stade 3, il y a un stade qui s'appelle le stade opératoire formel, où les objets sont plus théoriques. C'est pour ça qu'il y a un grand écart entre 12 et 15 ans. Là. On veut permettre à tous les jeunes du secondaire d'avoir dans leur zone proximale de développement la capacité d'avoir la pensée formelle avant de les exposer à des objets formels. Fait que le stade 4, c'est le stade opératoire formel. Et ce stade-là, on va le voir l'année prochaine plus en détail. Parce que c'est à l'adolescence qu'on commence à avoir dans notre zone proximale de développement, là, qu'on a la capacité d'apprendre, de se représenter des notions abstraites et formelles. Oui? C'est quel âge? C'est après 14-15 ans, à peu près. Jusqu'à 233 ans. Ici, là. Jusqu'à la fin. Le stade 4, c'est le dernier stade élaboré par Piaget. Mais ça, on va voir ça l'année prochaine. Fait que j'en parle tout de suite du stade formel parce que ça va vous aider à comprendre par comparaison le stade 3, qui est le stade qu'on appelle opératoire concret. Si je vous demande, mettons dans le cas de Patrick Patterson, la grande là, qui va jouer à Sims là, dans le jeu, dans l'étude de cas, elle a 10 ans. Puisqu'elle a 10 ans, elle devrait être au stade opératoire concret. Quand je vais vous demander le nom du stade, dites-moi pas stade 3, dites-moi le stade opératoire concret. Donc, les 3 stades qu'on aura étudiés dans le cours de Psycho 1, c'est le stade sensorimoteur, le stade préopératoire ou représentatif et le stade opératoire concret. Au stade opératoire concret, on a un type de représentation mentale très différent du stade représentatif où on a des pensées symboliques, où il y a beaucoup d'imagination, où on se laisse influencé par l'apparence des choses. Et nos opérations mentales aussi sont très caractéristiques à ce stade-là. Donc, au stade, je vais effacer formel, OK? Parce qu'on va être juste dans les opérations concrètes. Alors, à ce stade-là, les représentations mentales, ce sont des représentations qui sont fidèles à la réalité. Donc, on a des représentations réalistes des objets. On essaie de comprendre la vraie vie. Fait que là, on va comprendre qu'un vaccin, par exemple, on n'est pas en train d'inoculer des petits soldats qui vont lutter contre l'armée des méchants, on n'aura plus besoin de raconter des histoires imagées et symboliques aux enfants pour leur faire comprendre la réalité des choses.
Les enfants s'intéressent à la réalité empirique. Leur pensée est empirique. Qu'est-ce que ça veut dire empirique? Est-ce que quelqu'un sait ce que ça fait? Vous avez sûrement vu ça. La science fait toujours une vérification empirique de leur hypothèse. On essaie de vérifier si dans les faits c'est vrai. On essaie de, mettons, je me fais une hypothèse de quelque chose. Mettons, est-ce que la forme des nuages a un rapport avec la pluie? Une vérification empirique de ça, c'est que tu observes plein de sortes de nuages, puis selon la configuration des nuages, tu regardes s'il va mouiller à court ou long terme ou s'il ne mouillera pas du tout, puis tu fais un lien entre ces observations-là. Tu essaies de comprendre comment ça marche la vraie vie. À cet âge-là, les enfants sont intéressés par des mécanismes. Ils veulent fabriquer des choses. Ils vont avoir des modèles à coller, par exemple, d'objets concrets. Ils veulent reproduire des vrais objets qui existent pour de vrai. Là. Quand ils sont petits, ils vont prendre, mettons, à 4 ans, l'enfant peut prendre une boîte de carton, il embarque dans la boîte de carton, puis il fait... C'est quoi ça? Quelle opération mentale c'est ça? Et puis au tableau. Une boîte de carton que l'on transforme en un autre objet. Pensée symbolique. C'est du jeu symbolique, ça. Si ton jeune il a 10 ans puis il fait ça encore, regarde s'il n'est pas en train d'animer son petit frère de 4 ans. Si oui, il est correct. Mais s'il est tout seul dans sa chambre et il fait il y a un problème. À 10, 11 ans, si on se fait un buggy, on va le faire en bois avec des vraies roulettes qu'on va visser pour que ça fonctionne pour de vrai, avec des cordons pour tourner, puis on va s'en aller en haut de la côte de la ruelle, puis on va tester si notre buggy fonctionne pour de vrai. On veut de l'efficacité technique dans nos affaires. Donc, on va reproduire les objets de façon réelle. Mettons, est-ce qu'on peut faire un dessin à, mettons, 14 mois? On peut faire un dessin. On peut faire un dessin, sauf que ça va être un dessin moteur. Ça va être un dessin moteur. Ça va être, tu mets un crayon, là, puis je vais faire tchoum 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 tchoum, ou comme ça, tchoum 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 tchoum, ou comme ça, ting 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 ting. Puis parfois, il y a la feuille en dessous du crayon, mais pas tout le temps. Puis là, tu vas afficher le dessin, mais ce dessin-là ne représente rien. C'est du sensorimoteur, ce dessin-là. Alors qu'à 4 ans, il peut faire des bonhommes. Mais il peut dessiner, mettons, une maison avec des pattes, ou un lion avec des ailes, ou un chapeau, ou des choses comme ça. Il va faire son papa plus grand que la maison. Il va représenter des choses, mais ça ne sera pas très réaliste. Alors qu'un jeune de 12-14 ans, s'il dessine une automobile, à 12 ans, là, il ne va pas dessiner une automobile comme ça. Il va rajouter des accessoires. Ouais, il n'est pas bien d'aide, hein? Mais à 60 ans, on peut dessiner. Alors, l'enfant qui va avoir 14 ans, il va mettre des accessoires, les proportions vont être respectées, le numéro de plaque d'immatriculation. Il va vouloir reproduire la réalité le plus possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'imagination. N'oubliez pas que les stades ne se remplacent pas l'un l'autre. Ils se rajoutent dans le potentiel intellectuel de la personne. Donc, voilà. Ce qui veut dire que l'enfant va s'intéresser à des livres, pas nécessairement à cause de l'histoire qu'il y a dans le livre. Il va s'intéresser aussi et encore à l'histoire, mais il va s'intéresser à des livres documentaires, mettons la structure de la planète, ou le cycle de l'eau dans les montagnes, les nuages, la mer, ou les sortes de poissons, les poissons des profondeurs,
Il va y avoir des livres d'insectes, des livres sur les trains, des livres de... Et l'enfant va s'intéresser à ces choses-là. C'est-à-dire, à 1 an, est-ce qu'on peut jouer avec la manette de la télévision? Oui, qu'est-ce qu'on fait avec? On la secoue, on la met dans la bouche. Fait que, attends-toi pas à ce qu'il programme une émission. Alors, à 4 ans, est-ce qu'on peut jouer avec la manette de la télé? Elle va devenir une auto, il va faire de la pensée symbolique. Il peut ouvrir, fermer, à 4-5 ans, là, ils sont capables d'ouvrir, fermer, jouer avec le son un peu. C'est quand même assez simple et évident. Là, puis souvent, les Python, ils sont plus en évidence que les autres. Mais à 10 ans, quand il y a un opérateur concret, il comprend les fonctions de la manette, parfois même plus encore que leur père. Ils peuvent programmer sur Explorer leur émission, les Cités d'or, qui jouent tous les matins de 8h à 8h30, alors qu'ils sont à l'école, puis ils sont frus, parce que l'été, ils peuvent l'écouter, mais quand ils vont à l'école, ils ne peuvent pas l'écouter. Fait qu'ils sont capables de programmer cette émission-là pour qu'elle s'enregistre automatiquement. Ils comprennent la dimension fonctionnelle de la manette. Mettons, il peut comprendre l'utilisation fonctionnelle d'un lave-vaisselle. Un enfant de 4 ans, tu dis ça, c'est un lave-vaisselle, il prend la vaisselle, il la met dans le lave-vaisselle, puis il va avoir l'impression qu'elle va sortir propre parce que c'est un lave-vaisselle. Puis si elle sort sale, il va dire, ben pourquoi ça s'appelle un lave-vaisselle, ça ne lave pas la vaisselle. Mais un enfant de 9, 10, 11 ans, il va comprendre que c'est pas parce que tu mets la vaisselle dans le lave-vaisselle qu'elle va sortir propre. Dans la lave-vaisselle, il y a une façon de placer la vaisselle de façon efficace. Des fois, on peut être, je sais pas, je vais le dire, des fois, on peut être une belle-mère qui a plus que 10 ans d'âge mental, d'âge chronologique, qui va avoir tendance à dire à son gendre, écoute, il y a encore de la place dans le lave-vaisselle, de telle sorte que il va y avoir, mettons, des assiettes qui sont placées comme ça, puis elle va mettre une tasse. Fait, même si la tasse est dans le lave-vaisselle, je veux dire, fonctionnellement, ce bout-là de l'assiette va être sale et ce bout-là de la tasse va être sale. Vous comprenez ça? Bon, voilà. Alors, quand on est au stade opératoire concret, on comprend la logique fonctionnelle. Pas la logique théorique. Pour comprendre la logique d'une théorie, pour comprendre l'assimilation et l'accommodation, la logique de ces deux concepts-là, il faut avoir la pensée formelle. Si vous n'avez pas la pensée formelle, vous allez dire, ben, l'assimilation, c'est quand je répète un schème, la répétition d'un schème. Puis tout ce que vous allez voir qui se répète, vous allez avoir tendance à croire, bon, c'est de la répétition, donc c'est de l'assimilation. Ben non. C'est pas parce que ça se répète. Il faut qu'on regarde la logique liée à l'apprentissage. Est-ce que vous avez remarqué que de façon répétée, le soleil se lève et le soleil se couche? À tous les jours, il y a une répétition là. Or, cette répétition-là, ce n'est pas de l'assimilation. Parce que l'assimilation, c'est un processus que vous répétez, vous, dans votre tête, pour vous faire comprendre le cycle du soleil. Voilà. Donc, il y a une réalité fonctionnelle. Ce qui nous amène, ce mode de représentation de la réalité-là, ça nous amène à des opérations mentales qui sont typiques à cet âge-là. Alors, pour comprendre la réalité, le jeune a besoin, jusqu'à 12-13 ans, il a besoin d'avoir un support concret. Il a besoin d'avoir des exemples. Un exemple, c'est un objet qui représente la notion que tu essaies d'enseigner. Alors, souvent, les profs utilisent des exemples en classe. Même des profs de cégep ou d'université, des fois, ils utilisent des exemples. Or, les notions qu'on essaie d'enseigner, ce sont des notions théoriques.
Mais on est obligé d'utiliser des exemples. Savez-vous pourquoi? Parce que la plupart des gens ne sont pas au stade formel. La plupart des gens comprennent la notion théorique à condition qu'il y ait des exemples. C'est votre cas. Je suggère la panique. Parce que si vous avez besoin d'exemples pour comprendre une notion théorique, c'est parce que vous êtes opératoire concret. Normalement, après 15 ans, vous devriez être capable de comprendre la logique formelle des notions théoriques qu'on vous enseigne. Si on vous les enseigne avec une logique explicite et claire, évidemment. J'ai demandé si ça ne dépendait pas de la complexité de la théorie. Non, ça ne dépend pas de la complexité de la théorie, ça dépend de la façon dont le prof présente ses objets. Alors, si la plupart des gens, là, je vais dire une monstruosité, mais écoute, je vais vous dire pareil, si la plupart des gens n'arrivent pas à accéder à la pensée formelle, c'est à cause des profs. Parce que les profs qui présentent des objets théoriques en cours, ils utilisent des exemples pour faire comprendre ces objets théoriques-là. Fait que si les profs utilisent des exemples, ils vous emprisonnent dans une pensée opératoire concrète. Fait qu'il y a une façon d'utiliser des exemples qui favorise le dépassement de la pensée opératoire concrète et vous permet d'accéder à la pensée formelle. Alors, manquez pas le cours l'année prochaine pour la portion sur l'apprentissage formel. Je suis malheureusement condamné aujourd'hui à vous expliquer juste comment développer la pensée opératoire concrète. Alors, dans la pensée opératoire concrète, on est obligé de présenter à l'enfant des exemples pour qu'il puisse comprendre la réalité. Et après ça, commenter ces exemples-là de façon systématique. Alors, les opérations que l'on fait dans notre tête, ce sont des opérations de classification. Vous pouvez, en synonyme, utiliser aussi le mot catégorisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire classifier un objet? Qu'est-ce que cela veut dire? Classifier un objet. Ce mot-là, vous l'avez entendu là, depuis longtemps. Mettre en ordre. Mettre en ordre. Donc ça va être sériation. Sériation. Donc ça, c'est ordonné. Le placer dans son contexte. Le placer dans son contexte. Par exemple, je suis un professeur et il y a différentes dates pour mes cours et je porte mon agenda en classe. Est-ce que avoir un agenda quand on est prof, c'est utiliser un objet dans son contexte? Oui. J'utilise un agenda parce que dans ma tâche, j'ai des choses à placer en ordre dans les dates et tout ça. Maintenant, est-ce que je viens de classifier mon agenda? Non. C'est quoi une classe de oui? J'allais dire, c'est des éléments T'es bien parti. transmis sur, en fait, par rapport à un exemple, on classe le fait qu'on est humain parce qu'on a une tête, enfin, on a un physique qui ressemble à ça, puis on parle aussi. OK, c'est intéressant là. Regardez, pour répondre à cette question-là, vous avez besoin d'utiliser des exemples pour exprimer ce que vous pensez. Le fait que vous passiez par des exemples pour expliquer une notion qui est théorique, c'est la démonstration que la pensée formelle ne vous est pas encore tout à fait acquise. Le but des études supérieures, c'est de faire acquérir la pensée formelle parce que vos professions, vos matières, elles sont formelles. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leur cours de philo. Vous êtes mieux de ne pas en parler que vous n'aimez pas votre cours de philo. Parce que le but de cours de philo, c'est de vous faire penser théoriquement à la réalité. Puis il y a plein de gens qui disent « Ah, écoute, là, c'est pas concret, là, pensons aux choses concrètes. » Il est en train de dire « Restons morons, là. Écoute, plafonnons à 12-14 ans d'âge mental. » C'est difficile de passer à la pensée formelle. C'est difficile de le faire.
Il faut assimiler des objets formels. Il faut accommoder, c'est-à-dire changer nos schèmes opératoires concrets pour les transformer en schèmes opératoires formels. C'est dur à faire, ça. Alors, donnez-moi une définition théorique. Classer des objets, quand je vais le dire, vous allez le reconnaître, là. Classer des objets, c'est regrouper des éléments dans un ensemble d'objets comparables. Classer, vous faites ça dès le secondaire 1. La théorie des ensembles, c'est quoi un ensemble? C'est une classe d'objets. Puis les éléments de cet ensemble-là peuvent être tous différents. Par exemple, le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3, ce sont deux éléments différents d'un ensemble qu'on appelle, par exemple, les nombres réels ou les nombres naturels. Donc, qu'est-ce que la classification? C'est on regroupe des objets ensemble parce qu'ils possèdent tous le même attribut, la même caractéristique essentielle. Donc, dans la définition elle est formelle. Je n'ai pas donné d'exemple dans ma définition. Fait que vous allez devoir dire, bon, cet enfant-là, est-ce qu'il est opératoire concret, oui ou non? Alors, il va falloir que vous trouviez, est-ce qu'il classifie des affaires ensemble? Fait qu'il faut qu'il mette ensemble des objets en fonction d'une caractéristique essentielle commune. Est-ce qu'un enfant, OK, mettons une collection de roches. Est-ce qu'un enfant de 1 an peut faire une collection de roches? Oui. De quoi va avoir l'air sa collection de roches? En fait, accumuler, il s'en va dans la ruelle ou au parc, puis il pogne une roche, il la met dans sa bouche. Il met 2 roches, 3 roches, puis à un moment donné, le parent crache ça, ces roches-là. Ou, comprenez l'idée? Il va mettre ensemble des affaires, mais pas dans un objectif de collection en fonction d'un attribut similaire. Il peut ramasser 2-3 affaires dans sa bouche en même temps qui ne sont pas toutes des roches. Sédimentaires, serrées. Comprenez-vous? Un enfant de 4 ans, est-ce que ça peut faire une collection de cartes, mettons? De cartes de hockey, mettons? Ou de cartes de Pokémon, mettons. Soyons à jour. Des cartes de Pokémon. Peux-tu? Oui. Sauf que ça va être la petite bordel dans sa collection. Il va y avoir une pile de cartes. Touche pas à ça, papa. C'est ma collection. Bon, tu ne touches pas, puis il n'y a pas de. Ça se pourrait que dans sa collection de cartes Pokémon, il y ait 2-3 cartes de hockey ou de baseball ou de soccer ou de Star Wars ou je ne sais pas trop quoi. Là. Elles ne sont pas classifiées correctement. Un jeune de 10 ans qui collectionne des roches, il va être capable d'avoir une boîte avec des compartiments et les roches vont être classées par catégorie de roches avec des noms de roches. Un enfant de 10 ans peut te nommer plein d'automobiles en fonction du modèle d'auto. Mettons, je ne suis pas très bon dans les autos, là, mais mettons une Mazda. Puis ça, c'est une Volkswagen. Ça, c'est une Mazda. Ça, c'est une Toyota. Ça, c'est une Mitsubishi. Font-tu les autos, Mitsubishi? Donc, ça va être 3 noms japonais. Puis, écoute, moi, je connais la couleur des autos, mais pas nécessairement les. C'est pas parce que je suis pas capable de classifier, je classifie d'autres affaires, je classifie des concepts, là. Mais, donc, ces enfants, ils vont s'intéresser à ça, ils font plein de connexions. Ils vont catégoriser. Maintenant, l'enfant fait de la classification, il fait aussi de la sériation. Qu'est-ce que c'est que de la sériation? C'est de placer les choses dans un ordre logique. Ouais, en fait, c'est ça. C'est placer les éléments les uns par rapport aux autres en fonction d'un critère d'ordonnance. Pardon? Comme du plus petit au plus grand. Mais ça pourrait aussi être, je vais classer mes crayons à colorier en fonction de la teinte. Mettons, je mets, OK, exemple complexe, attention. Je vais prendre mes crayons à colorier, je vais mettre toutes les rouges ensemble.
tous les bleus ensemble, tous les verts ensemble. Puis après ça, tous mes rouges, je vais les mettre du plus foncé rouge au plus pâle rouge. Après ça, tous mes bleus, du plus foncé bleu au plus pâle bleu. Puis après ça, du plus foncé jaune au plus pâle jaune. Quelles sont les deux opérations mentales que j'ai exécutées? Nommez-les et justifiez votre réponse. Allez-y. Vas-y. En les séparant, vous les avez déjà classifiés, premièrement, parce que vous avez mis le rouge et les rouges. Et vous, en même temps, vu que vous alliez... Attends, on ne va pas trop vite. Oui. Alors, j'ai fait 3 classifications parce que j'ai regroupé en un seul ensemble plusieurs éléments en fonction du critère couleur. J'ai fait du rouge, du bleu, du jaune. Donc, le fait de mettre ensemble et en fonction d'un critère, ces choses-là sont importantes. L'enfant qui ramasse un paquet de cartes ou un paquet de bébelles qui fait un gros tas, fais ton ménage. Fais ton ménage. Puis là, il te fait un gros tas dans le fond du garde-robe, puis il ferme le garde-robe. Il a mis ensemble des affaires, mais c'est pas de la classification, ça. Il faut qu'il y ait un regroupement d'éléments en fonction d'un même critère. Là, c'était la couleur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Sériation. De la sériation, justifiez votre réponse. Parce que vous avez placé un autre croissant de couleur, donc vous êtes parti du plus foncé au plus clair. Ouais. J'ai placé les éléments l'un par rapport à l'autre en fonction du critère teinte. J'aurais pu y mettre aussi un ordre de grandeur en fonction qu'ils sont très aiguisés ou pas aiguisés, là, parce que le rouge, habituellement, c'est le plus petit de ta boîte de crayon, alors que le couleur peau ou le blanc, il est souvent neuf, ce crayon-là, dans ta boîte de crayon. Classification, sériation. Fait que vous allez devoir retrouver les opérations de classification et de sériation. Dans le cas de Patrick Patterson, on voit qu'il y a une pensée logique, fonctionnelle, quand la jeune fille joue au jeu de Sims. Je ne sais pas si vous connaissez ça, Sims. Alors, c'est quoi la différence entre jouer à Sims puis jouer à un jeu d'ordinateur, mettons, de Pac-Man qui bouffe des boules? C'est quoi la différence? C'est 2 jeux d'ordi, ça? C'est la dire. Oui, parce que dans le Sims, je connais un peu, j'ai joué à ça un peu. Qu'est-ce qu'on fait dans Sims? Qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe de la vie de personnage de fiction. Oui, mais est-ce que ces personnages-là, ils ont des ailes, ils volent, puis ils passent à travers les murs? On voit que ces personnages... Ah, il y en a qui peuvent jouer à faire ça avec leurs personnages, mais quelqu'un qui est habile à jouer à Sims, il va reproduire la réalité de façon plus réaliste possible. Après ça, tu peux déconner, t'amuser, mais quand tu déconnes, tu sais que tu es en train de déconner, tu n'es pas en train de... Tu sais, comme le jeu d'échecs, un enfant de 4 ans qui joue... Est-ce qu'un enfant de 4 ans peut jouer aux échecs? Tu peux jouer avec les morceaux de bois, mais... Ouais, le cheval, ça. c'est quoi, là? Il va faire des... Et là, le grand-père, qui a son beau jeu d'échecs à Saint-Donat dans sa chambre, des fois, peut voir que les pièces n'ont pas une configuration logique par rapport au jeu d'échecs. On peut, par ailleurs, apprendre à jouer aux échecs en montrant à l'enfant à faire les déplacements qui correspondent aux pièces. Il peut finir par assimiler cette logique-là, mais il ne pourra pas gagner contre un grand maître. Si vous voyez un enfant opératoire concret, mettons, de 9 ans, battre un grand maître, c'est probablement parce que vous êtes en train d'écouter un film américain. Que le jeune réussit à percer les secrets de la NASA. Il faut que le jeune soit... Il faudrait qu'il ait au moins 14 ans pour être capable de faire ça. Oui, il peut y avoir des génies, mais je trouve que le cinéma nous donne une idée très peu réaliste de l'échantillonnage de la quantité de génies qui existent sur cette planète. Voilà. Alors, pour le prochain cours,
je veux que vous évaluiez le développement cognitif de Pearl, de Peter et de Patricia, que vous le fassiez par écrit, en nommant le stade où chacun est rendu, et en identifiant toutes les opérations mentales qui sont présentes dans le cas. Faites attention parce que dans le cours, j'ai nommé beaucoup d'opérations mentales. Je ne les ai pas toutes mises dans le cas. Il faut que vous soyez capable d'identifier les opérations qui sont présentes dans le cas. Vous allez le faire par écrit, puis au début du prochain cours, on va le corriger. Oui? Les 3 enfants, donc il y a la petite Pearl, c'est la seule qui est au stade sensorimoteur, c'est le seul personnage. Puis elle est là au début du cas, mais je ne sais pas si vous avez lu jusqu'à la fin, elle joue au parc aussi, à la fin. Elle est là à 2 moments dans le cas. Donc Pearl, ensuite de ça, Peter. Il se passe quelque chose de très important avec Peter. J'ai hâte de voir si vous allez le trouver. Et puis, le dernier personnage, c'est Patricia. Donc, il y a un enfant de chacun des 3 stades qu'on a vus. Fait que, normalement, vous devriez trouver au moins une opération mentale typique de ces enfants-là en fonction de leur stade. Question? Non? Donc, par écrit, pour qu'on voit de quelle façon vous les dites, vos réponses, que vous les formulez, vos justifications. Comme ça va nous préparer à l'examen. Parce que c'est des questions comme ça que je vais poser. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne semaine. Des questions? Ouais.